Cher scribe accroupi, bienvenue. Je dis cher parce que le scribe accroupi est un puissant outil de partage culturel fort précieux. Donc bienvenue au musée Napoléon Ier, remanié et enrichi à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. Le 5 mai 1821 s'éteignait au fin fond de l'Atlantique Sud un empereur déchu. Le 5 mai 2021, le portrait de Napoléon par David est accroché au musée Napoléon Ier, abrité par le palais naguère impérial de Fontainebleau. Une première reconfiguration en 2018 a permis de définir 4 nouvelles salles. Cette fois-ci, en 2021, nous insérons, au gré du parcours, une cinquantaine d'œuvres qui ont été acquises soit par l'action continue de l'État, soit par la générosité de donateurs. Le propos est substantiellement enrichi et est une étape clé vers la refonte du musée sur 2 niveaux à l'horizon 2027, sous le prisme la France et l'Europe, sous l'œil et dans la main de Napoléon. Par le coup d'État des 18 et 19 Brumaire en 8, 9 et 10 novembre 1799, Bonaparte s'empare du pouvoir. C'est un régime collégial, le consulat, comptant 3 consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, et qui, dans sa constitution, dont Bonaparte précise qu'elle doit être courte et obscure, permettant des interprétations et des amodiations selon les circonstances. Cette constitution courte et obscure prévoit pour le cheminement d'une loi 4 instances. 1. Le Conseil d'État, qui est dans la main du gouvernement. 2. Le tribunat, dont les membres, les tribuns, discutent les lois sans les voter. 3. Le corps législatif, dont les membres, les députés, votent les lois sans les discuter, d'où ce persiflage ici des manchots, là des muets. Enfin, 4e instance, le Sénat conservateur qui vérifie la validité constitutionnelle des lois. Ces différentes instances et les membres de ces instances ont une tenue, un habit qui leur est propre. Ils portent une épée au côté. Je rappelle que sous la Terreur, David avait dessiné un costume national, et il y a l'idée qu'à la fonction, évidemment, doit correspondre un habit. Et dans le cas des tribuns, qui sont soit d'origine civile, soit d'origine militaire, eh bien, un membre du tribunat est doté de cette épée. C'est une épée dont la poignée est en ébène, qui est là, regardez, comporte une garde, c'est le côté militaire, un quillon en forme de tête de bélier, un clavier, évidemment un fourreau et une bouterolle. Il se trouve que les emblèmes qui viennent orner l'épée de membres du tribunat, de tribuns, sont extrêmement signifiants. Vous avez ici sur l'olive la tête de profil d'Athéna, la déesse de l'intelligence politique, de la gouvernance, de la stratégie, et qui a été choisie comme emblème de l'Institut national, dont Bonaparte est membre depuis 1797. Vous avez au nœud, la partie qui commande les quillons, vous avez un œil qui peut être soit celui de la vigilance, c'était l'emblème de la police, et de l'attention avec laquelle il faut scruter les lois, mais qui surtout est l'œil maçonnique. Et on sait que le personnel révolutionnaire recyclé en personnel consulaire, pour ceux qui ont survécu, sont en large part de convictions et de pratiques maçonniques,
à preuve l'ouvrage dirigé par Pierre Nollier, qui est le directeur du musée du Grand Orient, qui s'appelle L'état-major maçonnique de Napoléon. Et enfin, vous avez sur le clavier les lois, les deux tables de la loi. Évidemment, il parle sur les lois et c'est une façon conventionnelle d'exprimer les lois, mais c'est aussi, de par la forme, une référence aux tables de la loi données par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï, et qui, dans ce nouvel ordre qui a abattu l'ancien et qui, après le chaos révolutionnaire, essaie de se reconstruire, eh bien, ces nouvelles lois qui sont marquées par les Lumières. Or, il se trouve que cet haut tribunat, où il y avait une concentration particulière d'idéologues ou de personnes très combatives sur ces questions religieuses, comme l'ex-abbé Grégoire, un temps évêque de Blois, de l'Église constitutionnelle, il se trouve que cet haut tribunat, que se cristallisa l'opposition au texte du Concordat, lorsque Bonaparte, et c'était son choix personnel, lorsque Bonaparte décida de se réconcilier avec l'Église catholique romaine, à la grande fureur des idéologues tenant de la poursuite des persécutions religieuses et de la lutte à mort contre l'Église catholique. Je dis lutte à mort parce que je rappelle que le pape Pie VI fut saisi au collet à Rome, déporté à Valence en France et y mourut. De sorte que cette épée, au musée Napoléon Ier, exprime deux choses. Une des quatre instances du cheminement législatif et la permanence du parti des idéologues. Bonaparte, devenu Napoléon, n'allait pas longtemps tolérer des oppositions et de fait, le tribunat fut supprimé en 1807 et les membres, ceux qui s'étaient montrés sages, recyclés en sénateurs et la constitution de l'an 8, amendée en l'an 12, continua son chemin sans ce membre devenu superflu qu'était le tribunat. Le 18 mai 1804, par Sénassus consulte, le premier consul Bonaparte devient Napoléon Ier, empereur des Français. C'est un acte politique que le tout récent empereur veut sanctionner par une cérémonie religieuse qui frappe l'esprit public. Et c'est par sa volonté que sont organisées en décembre 1804 des fêtes et cérémonies, au nombre de 4, qui vont marquer son changement de statut. Ce changement de statut, c'est bien sûr 11 ans après l'exécution en place publique de Louis XVI, roi de France, puis roi constitutionnel, roi des Français en 1791. C'est donc 11 ans après le 21 janvier 1793 que, né de la Révolution, un boursier du roi, passé par les écoles militaires, sous-lieutenant d'artillerie, par son sabre s'est emparé du sceptre et entend marquer les esprits. Pour ce faire, une maison de l'empereur est mise sur pied qui compte 6 services, dont celui du grand maître des cérémonies, le comte de Ségur, un aristocrate d'Ancien Régime qui connaissait les usages de la cour. Car il s'agit d'un retour partiel à l'Ancien Régime. Le terme même de héros d'armes le dit assez, terme médiéval d'origine germanique, héraldique, et ces héros d'armes sont créés, relevant de Ségur. Il y a un chef des héros d'armes, et puis il a sous ses ordres 4 héros. Le chef des héros d'armes est ici représenté sur le grand livre du sacre, dessiné par Isabey et gravé, ça demandera une dizaine d'années. On voit bien que la tenue
est, on va dire, troubadour, d'inspiration néo-médiévalo-renaissance, avec un grand tabard qui tombe droit, un bâton de commandement pour le chef, une toque avec une longue, une sorte de panache qui retombe, 3 aigles d'or qui remplacent les fleurs de lys de naguère du sacre de Louis XVI à Reims en 1775. Et puis, vous voyez une large ceinture et sur le côté gauche, un glaive de héros d'armes dessiné par Isabey. Isabey qui est dessinateur des cérémonies. Et il a aussi été mêlé dans ce processus très rapide entre juillet et décembre de fabrication des accessoires nécessaires à la cérémonie, à telle enseigne que, et c'est une découverte d'un éminent expert, M. Bernard Croissy, spécialiste en armes et souvenirs historiques, que je remercie vivement, une découverte de M. Bernard Croissy qu'il y a une facture directement adressée à Isabey, alors qu'évidemment le commanditaire, ce n'est pas Isabey, Isabey c'est le designer, une facture. Donc on voit bien que Isabey est intimement mêlé à cette création. Le glaive de héros comporte une poignée en ébène, des quillons dans lesquels se logent des feuilles de laurier, un motif de vélum, très prisé sous le Directoire et au début de l'Empire, des garnitures où se distinguent des palmettes et des couronnes de laurier, là encore, une partie basse, une boutrolle, avec tout en bas un matériau plus résistant, bien sûr. Ces épées, il y en eut 5 de fabriquées, une pour le chef, 4 pour les subordonnés, et je peux vous dire que dans la vie d'un conservateur, en tout cas du conservateur du musée Napoléon Ier, avoir l'occasion de croiser des objets qui ont physiquement été présents à Notre-Dame de Paris dans le chœur le 2 décembre 1804, le tout 2 siècles après, c'est, ma foi, une occasion, une aubaine qu'il convient de partager, c'est l'objet du musée, rare, vous le devinez. Le 2 décembre 1804, Napoléon Ier, empereur des Français, est sacré et couronné et sacré dans le chœur de Notre-Dame de Paris. De cela subsiste une feuille de laurier, motif qui figure sur le glaive des héros d'armes, dont la fonction, entre autres, est de, par largesse, distribuer des médailles au peuple. Vous en avez 2 ici, une le 2 décembre 1804, Imperator Sacratus, vous voyez la façade de Notre-Dame, et l'autre, 16 décembre 1804, réception à l'hôtel de ville, où vous avez une aigle qui, couronnée, a fait son nid 2 branches de laurier. Ces cérémonies qui ont frappé l'opinion française ont été boudées par les puissances européennes. Il n'y avait pas de représentants, évidemment, de l'Angleterre en guerre, pas de représentants de l'Autriche qui se voyait disputer le titre impérial sur le continent, et pas de représentants non plus du tsar de Russie. Ces 2 derniers, François II d'un Saint-Empire romain de nation germanique à l'agonie, et Alexandre Ier, tsar de toutes les Russies, combinent leurs forces pour affronter Napoléon. La rencontre décisive a lieu en Moravie, non loin d'un village nommé Austerlitz, et par cette très habile manœuvre sur le plateau de Pratzen, Napoléon remporte une des victoires les plus fulgurantes de l'histoire militaire et anéantit la puissance autrichienne, chasse à l'est les Russes. Ce haut fait, bien sûr, est transcrit par la propagande impériale, diffusé par la gravure. Des artistes tels qu'Allais représentent une allégorie de la bataille d'Austerlitz. Et puis, de manière plus inattendue, une manufacture de porcelaine de Paris édite une tasse sur le bassin de laquelle vous avez un plan de la bataille d'Austerlitz
d'une précision incroyable, de la même précision qu'on trouve sur les cartes papier, avec des légendes de renvoi au nom des corps de l'armée française et des armées autrichiennes et russes. Ce procédé est inventé par François Gonor, qui est quelqu'un qui, avec des moyens très limités, arrive, avec ses ingéniosités françaises, à mettre au point un procédé par une sorte de papier transfert. Et l'aile de la soucoupe eh bien, souligne cette victoire par des trophées d'armes à l'or, et sur le pourtour extérieur, vous distinguez une alternance d'étoiles, l'étoile des Buonaparte, vieux meuble héraldique de la famille corse, et l'abeille choisie en substitution de la fleur de lys des rois de France. Au-dessus de cette soucoupe, vous avez une tasse où, en grisaille et de profil, est représenté le vainqueur, lauré à l'antique, avec cet effet que, quand l'utilisateur levait sa tasse, on voyait, tel un aigle, planer l'empereur au-dessus du champ de bataille. Voici l'œuvre majeure du remaniement du musée Napoléon Ier le 5 mai 2021. Ce portrait de Napoléon dans son cabinet de travail à 4 heures du matin est né du pinceau de David, premier peintre de Sa Majesté l'Empereur. Les circonstances de sa commande ne sont pas banales. C'est Alexander Douglas, futur 10e duc de Hamilton, qui, lord écossais d'ascendance royale, commande un portrait d'un souverain d'un pays en lutte avec le Royaume-Uni en temps de guerre. Il y avait probablement une intention sous-jacente. Est-ce que Alexander Douglas avait des arrière-pensées de couronne écossaise? Est-ce qu'il clamait son admiration envers, et affichait son admiration envers Napoléon n'était pas un moyen de s'inscrire en faux contre la politique menée par le prince régent? Bien sûr, ça relève de l'intention, mais ça semble assez probable. La commande transite par Féréol de Bonnemaison, qui fut émigré, qui est peintre, restaurateur de tableaux et marchand, et qui sert d'entremise, et qui, ce faisant, transmet à David la proposition d'Alexander Douglas, qui est de représenter l'empereur, le grand homme, dit-il, à un moment clé de sa vie. Quant au prix, c'est laissé à la discrétion de David. David accepte bien volontiers, pour plusieurs raisons. Un, il avait brillé par le portrait de Bonaparte traversant les Alpes, la deuxième campagne d'Italie, un grand portrait équestre. Deux, il avait poussé à la conception d'un grand cycle retraçant les 4 fêtes et cérémonies de décembre 1804. Seules furent réalisées la première, le sacré couronnement, et la troisième cérémonie, la distribution des aigles à l'école militaire. Quant aux épisodes 2, le serment constitutionnel, et 4, la réception à l'hôtel de ville de Paris, il n'en reçut jamais commande, il en était quelque peu dépité. Il est vrai qu'il en demandait un prix substantiel. Et là, un lord anglais lui demande de définir le prix. Eh bien, il demande la même somme que pour le Bonaparte traversant les Alpes, qui, je le rappelle, était, pour l'exemplaire princeps, une commande d'un Bourbon admirateur de Napoléon, de Bonaparte, pardon, Charles IV d'Espagne. Donc c'est très intéressant, c'est que les deux images les plus fortes et les plus synthétiques à nos yeux aujourd'hui, campant Napoléon, sont le fruit de commandes étrangères. Comment David a-t-il choisi de camper l'empereur? En position axiale. Le maître de son système est bien sûr au centre de ce portrait vertical. L'homme est debout, la verticalité est soulignée par les lignes à gauche du piétement du bureau mécanique qui se prolonge par le pilastre où apparaissent l'aigle impérial du régime et au-dessus la tête de Mercure coiffée de son pétase, allusion au commerce, à la prospérité, fruit
du travail et des décisions de l'empereur. Sur le côté droit, cette verticalité est exprimée par l'arête du pied du fauteuil, poursuivie par l'arête de l'horloge. Et tout à droite, il y a cette astuce du pied sabre du fauteuil de représentation qui ramène vers l'empereur. Par ailleurs, il y a bien sûr, pour former une trame, des lignes horizontales, l'estrade ou le gradin du bureau mécanique, le plateau du bureau mécanique, la partie supérieure et, dans une moindre mesure, la corniche de l'horloge. 4 heures du matin, a inscrit précisément David. 4 heures du matin, la nuit n'est pas encore finie, le travail de l'empereur s'achève, la bougie qui va s'éteindre faute de cire montre la nuit passée au labeur, et une lampe à huile est la figure traditionnelle de l'étude dans l'iconographie classique. Qu'a fait l'empereur durant la nuit? Une plume. Cette plume est sur le même plan que ces rouleaux de papier qui portent le titre Code, comprendre civil des Français, appelé à partir de 1807 Code Napoléon, à l'instar de Justinien qui a donné des instituts, le Code Justinien. Tout afflue auprès de l'empereur. Vous avez ce portefeuille à soufflet, orné d'abeilles d'or, et dans ce portefeuille sont ménagées des cloisons qui permettent de traiter les affaires par sujet. C'est l'idée que tout converge à la personne de l'empereur. Vous avez des documents, vous avez une carte. David a porté Ludovicus David Faciebat, l'exécutait en 1812. Vous avez, outre la plume, l'épée, et Napoléon est un homme d'épée et de plume. Que tient Napoléon dans sa main? Une tabatière, du tabac à priser. On sait que Napoléon avait tout un jeu de tabatières qui était enchâssé de médailles de personnages antiques, essentiellement des références historiques. Et là, on le campe en maître du temps de plusieurs façons. Maître du temps actuel qu'il connaît par le labeur, 4 heures du matin, maître du temps par les références symboliques qu'on peut imaginer sur cette tabatière et qui sont présentes dans ce livre, Plutarque, les vies parallèles des grands hommes de l'Antiquité grecque et romaine, et dont Napoléon est le continuateur. Le professeur Jacques-Olivier Boudon vient de publier un ouvrage intitulé « Napoléon, le dernier des Romains ». Maître du temps, mais aussi maître de l'espace, par cette carte qui montre soit des perspectives de campagne, soit un remodelage du Grand Empire. Maître du temps, maître de l'espace, c'est le cœur, le moteur du système. Maître de son propre emploi du temps, car après son travail, David précise « Je l'ai représenté dans le moment de sa vie qui lui est le plus habituel, le travail. Il est dans son cabinet, ayant passé la nuit à composer son code. Après avoir passé sa nuit au bonheur de ses sujets, c'est l'intention que veut donner David, eh bien, il va ceindre son épée de service et aller passer en revue ses troupes, donc être à l'extérieur du palais, et du coup porter un uniforme vert des chasseurs à cheval de la garde. Vous avez ici le corps des chasseurs. En effet, entre la première version commandée par Alexander Douglas en 1811 et livrée, semble-t-il, au printemps 1812, et cette version-ci, que David se met aussitôt à exécuter, qui est une réplique autographe avec variante, et dont le peintre Sureau, qui fréquente l'atelier de David, parle comme d'un second original,
David a, entre ces deux versions, eu à cœur d'introduire quelques variantes. Variantes dans la disposition des papiers, variantes dans l'enroulement de la carte, variantes dans l'uniforme. La première version, l'exemplaire princeps, campait Napoléon vêtu d'un uniforme bleu des grenadiers à pied de la garde, ceux qui stationnent factionnaires à l'entrée du palais. Là, pour introduire des variantes, David fait le choix d'un uniforme vert des chasseurs à cheval de la garde liés au mouvement du souverain. On ignore l'historique précis de ce tableau, exécuté en 1812, l'atteste la signature. Peut-être David essaya-t-il de le placer en Angleterre vers 1823. Il semble avoir été dans l'atelier de David à son décès à Bruxelles. Toujours est-il que ce tableau est acquis en 1860 par la maison de l'empereur du Second Empire auprès du marchand et restaurateur Haro à Paris, rue de la Paix. Un tampon au revers en atteste. De même, il y a et les travaux de nettoyage, pas de restauration, de nettoyage très léger qui ont eu lieu, ont permis de s'en rendre compte. Il y a dans le châssis, à l'arrière, un tampon sec qui a été poussé, qui est Mon Père. Et Mon Père était un fabricant de cadres et fournisseur de châssis. Donc il y a une date, 1858-1860, si bien que cette œuvre se trouve aux Tuileries, sous Napoléon III, dans le salon du chambellan, qui est à côté du salon du Conseil, où se prenaient les décisions politiques. Donc c'est d'une certaine façon un premier retour, quelques 50 ans après, de l'empereur dans ce palais des Tuileries. Le tableau, à la chute du Second Empire, en septembre 1870, quitte les Tuileries pour le Louvre. Il échappe à l'incendie que voulaient allumer les communards, qui a brûlé les Tuileries, mais pas le Louvre. Il est, après des mêlées judiciaires, restitué à la famille impériale, et remis notamment à Eugénie. Eugénie l'offre à la princesse Mathilde, qui l'offre à son frère, le prince Napoléon. C'est resté en continuité dans la famille impériale. Cela fait partie de la dation fondatrice de la famille impériale en 1979. C'était resté chez le prince puis la princesse Napoléon à titre d'usufruit tout à fait exceptionnel. Et en cette année de bicentenaire, nous sommes heureux de pouvoir le présenter comme œuvre emblématique du propos du musée et de ce que nous entendons démontrer à terme au second étage de l'aile neuve. L'accrochage le 5 mai 2021 de cette œuvre majeure par le sens permet aux visiteurs du musée Napoléon Ier d'être confrontés à 3 images très importantes du pouvoir. L'empereur en grand habillement du sacre, né du pinceau de Gérard en mars 1805. L'empereur en souverain, législateur et justicier, rendant la justice, la grande commande pour les cours d'appel du Grand Empire, né du pinceau de Giraudet en 1811-1812. Et enfin, ce portrait par David, exécuté et fini pour celui-ci en 1812, à l'apogée de l'Empire.